Les gens toujours, c'est gens de médias. Heu, je sais pas pourquoi quand je dis ça, j'ai toujours l'impression d'avoir les corbeaux d'Hitchcock, vous voyez? Jean-Jacques Frances. Entretien. Je suis une femme désespérée, saviez-vous? On tourne toujours? Mylène Farmer, vous rentrez, en force dans le top 50 avec, Tristana, votre, nouveau 45 tours. Pourquoi après, 3 ans, vous mettez à cartonner, vraiment d'après vous? C'est un changement de style, un changement d'équipe, un changement de vision? Il y a eu ni changement de style, ni changement d'équipe, c'est un concours de circonstances, des chansons qui arrivent au bon moment, c'est la seule réponse que je peux formuler. Comment vous êtes arrivé dans la chanson et comment vous avez pu faire votre premier er 45 tours Maman à tort? J'ai rencontré, une un Coca-Cola pour moi, s'il vous plaît. Ouais. Moi, Cacolac. Cacolac, s'il vous plaît. Devise. On tourne toujours? Ouais. Bon, donc j'ai rencontré, une personne qui s'appelle Laurent Boutonnat qui était compositeur et qui m'a proposé la première chanson qui s'appelait Maman à tort. Est-ce qu'avec ce texte qui peut porter un petit peu à contradiction, vous n'avez pas eu peur de choquer les médias ou le public? On n'a jamais peur de choquer les médias quand on prend le parti de chanter une chanson comme Maman à tort. C'est avant tout, un plaisir et puis après c'est des réactions successives. Toujours dans l'ordre chronologique, j'aimerais qu'on examine le 2e 45 tours. On est tous des imbéciles et parlez-nous de ce texte, j'aime beaucoup, Vous parlez du texte, eh bien nous sommes tous des imbéciles et ce qui nous sauve c'est le style et c'est toujours ce que j'ai pensé. C'est à partir du 3e que vous avez commencé à miser, je dirais, sur le vidéoclip, énormément puisqu'il était, formidablement bien réalisé. Amusé, c'est-à-dire que non, sur Maman à tort, on avait fait un clip, on avait à l'époque très, très peu de moyens, mais c'était déjà Laurent qui l'avait, je ne trouve plus le mot, enfin bref, tourné. Sur On est tous des imbéciles, étant donné le déroulement de la chanson qui avait bien marché médiatiquement, mais pas du tout au niveau des ventes, c'était difficile d'envisager un clip et sur Plus grandir, c'était l'occasion puisque là, c'était une nouvelle maison de disques, donc d'autres horizons et effectivement le premier clip réellement personnalisé. Avec Plus grandir, vous avez abordé un petit peu le thème du désespoir. Bon, on retrouve le désespoir, je trouve, dans Tristana. C'est quelque chose qui vous correspond? Je suis une femme désespérée, saviez-vous? Désespéré de quoi? Non, on ne peut pas parler comme ça. C'est de même qu'il y a des thèmes qui m'attirent comme la mort. C'est vrai que le désespoir, et puis c'est trop compliqué à expliquer déjà ici. Je sais pas, c'est une angoisse permanente, oui, de la vie, de plein de choses. Vous avez peur de vieillir? Vous êtes obsédé par le temps qui passe? Pas réellement, pas dit dans ces termes-là. C'est-à-dire que tout le monde a peur de vieillir, mais c'est pas moi ce qui m'obsède. Non, c'est peur de la mort plutôt. Peur de beaucoup de choses. Oui, je pense être une personne angoissée, mais certains jours sont formidables. Entre les 2, il y a eu Libertine. Ça fait naturel, ça fait direct? Ok, merci. OK, prends celui-là. Entre les 2, il y a eu Libertine. Certaines critiques ont dit que c'était, de la provocation. Vous jugez ça comme, en ces Ouais, termes? je vais vous répondre par autre chose, c'est que la critique, je m'en moque éperdument. Que ce soit de la provocation, c'est la même chose que Maman a tort, qu'on est tous des imbéciles, c'est un choix. C'est surtout des choses qui n'ont peut-être pas déjà été dites jusqu'alors qui moi, m'amusent. Comment le thème de cette chanson est venu? J'avoue que c'est venu un petit peu subitement. On était en studio sur la musique était déjà, enregistrée. Heu, C'était, vous savez, on fait du yaourt pour essayer de mettre en place, une voix et j'ai dû dire: «Je suis une catin» comme ça et puis de ça est née cette chanson. Puis il y a eu, à partir de là, l'explosion avec le vidéoclip. Je pense qu'on peut dire que jusque-là, bon, j'ai pas vu le dernier, mais c'est le meilleur vidéoclip. Je crois qu'il a fallu justement assez peu de moyens, contrairement à ce qu'on pense. Enfin, tout est relatif pour le réaliser. C'est relatif. C'est vrai qu'on nous a prêté beaucoup plus de moyens qu'il n'y en a eu parce que je pense qu'à l'image, le résultat, heu, pouvait ressembler à beaucoup, beaucoup de moyens certainement, mais ça, c'est le talent certainement du réalisateur et d'une équipe aussi qui l'entourait. Heu et quant au suivant,
c'est quelque chose de totalement différent, qui est encore plus orienté sur le cinéma et que moi, j'avoue, non, j'allais dire une bêtise, je l'aime autant que Libertine, mais il faut le voir, quoi, c'est difficile aussi d'en parler. Lorsqu'on dit que le succès de Libertine est venu grâce à ce vidéoclip, vous êtes d'accord? Je crois qu'on peut dire à 70%, c'est quelque chose, oui, qui a provoqué un intérêt certain. Bon, c'est vrai qu'il y a eu TV6 qui a énormément aidé cette promotion. Et qu'effectivement, du jour où est né ce clip, il y a eu des ventes immédiates. Donc on peut dire que le clip a beaucoup aidé, en tout cas a beaucoup aidé ma personne. Au niveau de Tristana, vous avez fait de nombreuses télévisions avec une superbe chorégraphie. Comment l'idée est venue? Comment s'est faite la mise en place de cette équipe? Ça, c'est toujours des choses assez subites en fait. On a toujours l'impression que les artistes, c'est vrai travail, ça c'est évident, mais sur Tristana, quand la chanson est née, quand elle a été enregistrée, après moi je me suis posé le problème de comment la promouvoir et que j'ai tout de suite pensé à 2 personnes derrière moi. Je préférais 2 personnes féminines, mais qui n'avaient pas le prototype des danseuses, qu'on voit en télévision. De même que la chorégraphie que j'ai faite donc. Je la voulais très visuelle, mais très proche de l'ambiance de la chanson, c'est-à-dire pour moi qui évoque un petit peu la Russie, bon, une ambiance un peu slave. Donc je voulais comme ça des espèces d'oiseaux noirs derrière moi, un peu rigides. Voilà comment ça s'est imaginé. Puis après, ma foi, c'est un peu du travail quand même. Apparemment, c'est vous qui décidez de la façon de mener votre carrière, parce que vous dites: «J'ai décidé, j'ai voulu», il n'y a pas de producteur, une équipe qui fait pression autour de vous derrière? Alors, je sais pas, moi, c'est toujours quelque chose qui me fait un peu sourire, des pressions. Je veux dire, où on envisage une carrière et on est complètement effectivement manipulé et je trouve ça un peu dommage. Moi, je travaille de très très près avec Laurent. Je travaille avec lui, Laurent Boutonnat. J'ai quelques personnes autour de moi, comme la personne que vous voyez qui est Bertrand, qui est mon manager. Il y a aussi une maison de disques, mais eux, si vous voulez, ce sont les porte-parole un peu d'un chanteur. J'ai décidé, c'est-à-dire que moi, c'est effectivement les chorégraphies, à chacun son métier. C'est ça que je veux dire. Laurent, quand lui construit un scénario, moi j'ai un droit de regard. Il est évident que je dis ça, ce serait bien, parce qu'on est je pense, des êtres relativement intelligents. Mais je ne me mêle pas ni de la mise en scène, parce que ce n'est pas mon métier, ni de la mise en image. Donc voilà, je crois que chacun sa place et c'est un peu ce qu'on mélange en France, je trouve. C'est-à-dire qu'on s'imagine être, des êtres exceptionnels dans tous les domaines et ça, c'est une erreur. Parlons maintenant, de votre look, au niveau des 2 premiers 45 tours, il était assez sage, assez, je dirais banal sans que ce soit péjoratif et puis, après il y a eu un revirement total avec, bon apparemment vous avez les cheveux, de différentes couleurs, vous avez un look, totalement différent. Qu'est-ce qui qu'est Ça doit certainement être très explicable. Ça, c'est, quand on dit un métier qu'on apprend, certainement. C'est-à-dire que, sur Libertine, quand on parle d'osmose, c'est aussi quelque chose qui s'est produit. C'est-à-dire, effectivement, il y a eu le clip tout de suite. Il y a eu bon, une chanson qui a quand même marché assez facilement, même si c'est le clip qui a provoqué après les grosses cadences. Que moi, effectivement, l'époque de cette chanson, puisqu'on l'avait située, donc le libertinage, j'aime tellement les costumes que ça a été tout de suite évident pour moi de mettre cet uniforme. Et qu'après, c'est ben voilà, c'est Maman à tort, c'en est tous des imbéciles et plus grandir qui ont fait que Libertine a existé de cette façon. Ça, c'est évident. est-ce que vous n'avez pas dans votre tête, quelque part, des projets à plus ou moins long terme, cinématographiques? Non, pas des projets, si ce n'est celui que j'ai depuis assez petite, c'est de jouer un jour dans un film. Mais là aussi, beaucoup de prétentions, pas dans n'importe lequel. C'est pour ça que je n'ai pas commencé d'ailleurs cette carrière, parce que même depuis la chanson, j'ai eu quelques propositions, mais vous imaginez le genre de propositions. Donc oui, c'est quelque chose que je laisse dans le coin de mon esprit, mais que j'ai vraiment envie de réaliser. C'est vrai que si Laurent un jour réalise un long métrage, ce qui pourrait être assez précis maintenant, ce serait avec la personne avec qui j'aimerais tourner. Il y en a quelques-uns d'autres, mais très peu. Parlez-moi de l'album que vous avez fait l'année dernière, de votre premier album, des chansons, des thèmes abordés. Moi, je vais vous faire un exposé très scolaire. Il y a quoi? Je crois qu'il y a 10 chansons. Il y a donc les 45 tours qui sont inclus dedans.
Il y a une chanson qui s'appelle Chloé, qui parle de la cruauté des enfants, qui est traitée d'une façon un peu contine, satanique. Une autre chanson qui s'appelle Vieux Bout, qui parle du diable et qui est un peu humoristique aussi. Il y a Au bout de la nuit qui fait la phase B donc de Tristana, du dernier 45 tours. Qui là traite un peu du désespoir, un peu de... J'ai du mal à mettre des étiquettes parce qu'une chanson, ce dont on m'avait fait d'ailleurs le reproche, c'est ne parle pas de AX plus B et de je prends mon petit crème le matin. Donc c'est également difficile de l'expliquer. Si ce n'est qu'il y a, bon, j'espère, une ambiance générale. Enfin, un thème général en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Faudrait avoir le 33 tours sous les yeux, là, j'avoue. Quels sont les traits essentiels de votre personnalité en tant que chanteuse? J'ai l'impression, par exemple, à première vue, qu'il y a un côté pudique assez marqué chez vous. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que oui, je suis quelqu'un, je pense, de pudique, ce qui doit vous sembler un paradoxe quand on chante Libertine ou Maman a tort, mais ça, c'est un métier paradoxal et moi, je crois avoir une personnalité certainement paradoxale, mais comme beaucoup de personnes, que c'est des choses qui n'ont rien à voir finalement entre elles. On peut avoir beaucoup de pudeur et à la fois être excentrique à certains moments. J'ai l'impression que vous n'êtes pas le genre de chanteuse à pavoiser dans des cocktails mondains ou des choses comme ça. Je pense que vous avez vu juste. Non, je n'aime pas ça, je n'ai jamais aimé ça et je crois que je n'aimerais jamais ça. Parlez-nous maintenant de la scène. Quand est-ce qu'il y aura une scène parisienne comme l'Olympia et comment vous voyez votre spectacle? Je ne sais pas encore, ni en ce qui concerne la date, parce que c'est pas encore quelque chose qu'on a fixé. C'est quelque chose que je pense beaucoup. Quant à la mise en scène, je vais vous dire des choses un peu imprécises, si ce n'est que je voudrais un spectacle visuel, essayer peut-être de mêler un peu du théâtre, mais un regard très très loin, hein, ça fait toujours un peu peur. J'avoue, j'en sais rien, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Depuis 3 ans, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce métier? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déplu, qui vous ont plu? Tout m'a marqué parce que, sans dire de bêtises, je crois que tous les jours on apprend ou on désapprend quelque chose, mais en tout cas il se passe quelque chose. Si une généralité, c'est que concernant vraiment le groupuscule show business, c'est-à-dire que ce soit les producteurs d'émissions, les programmateurs, les gens de télé, les gens des médias sont des gens qui ont essayé d'installer comment dire, une espèce de loi qu'ils ont créée et qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont créé un top 50 qui veut dire des ventes de disques, qui voudrait dire donc des programmations obligatoires en télévision, qui voudrait dire un certain respect malgré tout de l'artiste et que quelquefois eux manquent un peu d'intégrité par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui ne m'étonne pas vraiment. Pardon. Voilà la chose moi qui m'a le plus pas bouleversée, mais qui m'a confortée en fait dans mon idée. C'est-à-dire c'est à mon avis un manque de talent général et manque d'intégrité tout simplement. Vous évoquiez le top 50, c'est quelque chose de regrettable pour vous? Bah, bien sûr que non, puisque chacun a sa chance un jour. C'est-à-dire qu'autant sur Plus Grandir, je n'ai pas goûté des délices du top 50. Sur Libertine, ce sont des références maintenant qui sont établies pour les jeunes. C'est évident, ça, là, on ne peut pas faire abstraction. Donc quand on est dedans, on est ravi parce que ça engendre plein de choses. C'est pas le top 50, je m'en fous, moi, à la limite. Mais parce que ça existe et qu'il faut exister avec. Voilà, point final. Le problème, c'est que c'est peut-être plus dur dans la mesure où une carrière marche ou ne marche pas suivant l'entrée d'une chanson au top 50 ou pas. C'est le drame de ce métier maintenant, c'est qu'effectivement, les gens toujours, ces gens de médias, je sais pas pourquoi quand je dis ça, j'ai toujours l'impression d'avoir les corbeaux d'Hitchcock, vous voyez. Ces gens-là ne pensent plus du tout effectivement ni carrière, ni continuité, à la limite. Mais ça, c'est encore une minorité finalement, parce qu'on se rend compte aussi, il y a quand même des gens qui derrière vous suivent depuis un moment. Mais ces gens-là, on ne les rencontre pas forcément en temps et en heure. Mais
bah, voilà, c'est le drame de ce métier. C'est que maintenant, n'importe qui, n'importe quand peut faire un 1 million de disques et demain ne plus exister et que ça ne dérange a priori personne puisque, tous les jours, il y en a un qui sort et tous les jours, il y en a un qui meurt. Dans un journal, vous avez dit que vous aviez plus d'admiration pour un homme de science que pour un chanteur. C'est vrai? Oui, je confirme, mais ça n'a rien de méchant une fois de plus, ni de venimeux. C'est quelque chose qui exige plus de fascination, c'est vrai, pour quelqu'un dit intellectuel, mais sans, moi, prétention de ma part. C'est-à-dire pour quelqu'un qui, je sais pas, j'ai plus la fascination d'un grand metteur en scène, d'un grand écrivain, d'un savant, bon, ces métiers-là, de gens je sais pas, qui construisent réellement et qui ont l'essence de cette construction, que les chanteurs n'ont pas. La preuve, je veux dire, tous les jours, vous rencontrez des chanteurs et tous les jours, vous ne découvrez pas je sais pas, des gens bouleversants ou des gens incroyables, parce que malgré tout, mais comme l'acteur, hein, il y a une race d'acteurs qui est certainement prodigieuse enfin, on les remarque aussi à l'écran, voilà, c'est ça que je veux dire. Et que les chanteurs prodigieux, on les remarque aussi à l'écran. Et, euh, et voilà. Et une fois de plus, là, je suis spectateur quand je dis ça. C'est pas moi m'insérer parmi un groupe ou un autre, hein. C'est toujours délicat, mais non, c'est normal. C'est vrai que c'est pas. Personne ne m'a étonné dans ce milieu. Comment situez-vous votre public et est-ce que vous avez des rapports avec lui? Des rapports à travers les lettres que vous recevez peut-être? Bien sûr, le courrier, que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de courriers, je pense. Il y a des lettres qui sont passionnantes, qui sont bouleversantes, qui sont même très étonnantes quelquefois. Là, je pourrais dire un peu la couleur des personnes qui m'entourent. C'est malheureusement des gens un petit peu désespérés, un peu névrosés. Il y en a d'autres aussi qui écrivent à tous les chanteurs et qui veulent sempiternel autographe, qui est charmant d'ailleurs. Mais là, je peux pas donner la couleur. Sinon, je sais pas bien. Je sais pas bien encore. Je crois qu'on s'en rend compte réellement dans un spectacle, dans une salle. Là, on voit qu'il y a une dominante de 14-15 ans ou de personnes plus âgées, j'en sais rien. C'est quand même fascinant, je trouve, d'être un chanteur et d'avoir un impact sur un public, d'être l'idole d'un public. Oui, c'est-à-dire, voilà le genre de choses qui sont presque inexprimables, mais qui sont un peu traumatisantes, mais aussi dans le bon sens, mais traumatisantes, parce qu'inexplicables. Parce qu'une personne pourra... Moi, il y a 2-3 personnes qui me suivent, mais à chaque fois que j'ai un enregistrement télévisé, seront là en début, en fin d'émission, ce qui veut dire qu'ils auront attendu dehors sur le trottoir pendant près de 3 heures, 4 heures parfois, qui sont prêts à venir à Cannes. Bon, ce sont des choses, mais qui sont tellement incroyables. Et à ces personnes, on demande l'espèce d'attention envers elles aussi, qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Ces personnes se vexent parce qu'elles vous disent, mais c'est pas parce que je suis là que je ne fais rien de ma vie. Et c'est bizarre. Est-ce que c'est pas dur d'avoir comme ça j'allais dire une cour entre guillemets, une cour de fin? Est-ce que c'est pas gênant? On n'est pas souvent toujours enclin à répondre à ces gens. C'est la peur d'être maladroit, d'être tout simplement absent. Et c'est difficile aussi d'être toujours présent. C'est que ces gens-là ont une demande momentanée, puisqu'ils ont ou vous rencontrent dans la rue, ou vous rencontrent lors d'un spectacle, et que vous venez pour eux, mais pour eux dans une majorité, pas pour une personne. Et que moi, j'ai toujours peur de froisser. Et c'est quelque chose d'un peu traumatisant aussi. Et c'est pour ça que Vous pensez déjà avoir froissé un admirateur ou quelqu'un qui vous demande? parce que j'ai toujours fait très attention, étant moi-même un peu, j'ai pas une sensibilité à fleur de peau. C'est quelque chose pour lequel je fais attention, mais certainement, j'en ai froissé, certainement. Mais je ne sais pas là. Revenons à l'examen de votre carrière. Pourquoi une rupture entre RCA et Polydor? Parce que j'ai pas du tout envie de faire le procès d'une maison de disques. Il se trouve que une maison de disques nous a fait un appel du pied, que c'était une maison qui allait naître puisqu'elle avait un nouveau directeur, que RCA a prouvé certaines choses, mais certainement dans le mauvais sens aussi, leur capacité ou au moins leur envie de m'aider. Et voilà, ce sont les choses de la vie, et que tant mieux que se soit passé comme ça, parce que parce qu'il y avait un sang neuf chez Polydor, certainement. Il y avait
un directeur jeune qui a voulu lui aussi prouver des choses, et ça, c'est important. Revenons en guise de conclusion à votre personnalité. Je crois que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, puisqu'apparemment, il y a beaucoup de photos qui sont parues de vous dans la presse en compagnie d'un petit singe, notamment. Parlez-nous-en. De mon petit singe, c'est vrai que j'ai une passion pour les animaux, mais spécialement pour les singes. Je vais vous dire pourquoi. Je vous mettrai un singe en face de vous, si ce n'est les singes qu'on voit aux zoos, mais vraiment près de vous. Euh, la première chose, c'est qu'un singe a 4 mains, et que c'est très important. Un chat, moi, que j'adore, n'a pas non plus la faculté de porter des choses, d'écrire, de faire des gestes qui certainement vous copient, que c'est un regard qui est tellement intelligent, mais qui est déconcertant aussi. Je sais pas, c'est un caractère fascinant, le singe. C'est un animal coléreux. C'est épouvantable. D'ailleurs, ah oui, c'est coléreux, caractériel, mais c'est génial, vraiment. Vous avez des prises de bec avec votre singe régulièrement? Oui, mais régulièrement, d'autant il a des périodes de chaleur comme tous les animaux, et j'avoue que le singe, je crois que c'est l'animal le plus énervant qui soit quand il a ses chaleurs. C'est-à-dire qu'il est, enfin le mien en tout cas, cette race de capucin, queen pendant 3 jours, parce que ça dure à peu près 3-4 jours, ça dépend de la grosseur des chaleurs. Va couiner, va vous regarder, va vous énerver, va prendre des objets. Si on s'occupe pas de lui, il va les taper très très fort pour qu'on le regarde. Enfin, c'est épouvantable. J'en ferais bien un civet de lapin, là. Civet de singe, plutôt. Je vous remercie.